bienvenue dans cette nouvelle émission de Capimo. Aujourd'hui, une émission spéciale fiscalité immobilière. Alors, en compagnie de mes invités, nous allons tenter de répondre à la question que tout le monde se pose. Malgré la hausse des taxes et des contraintes, l'immobilier locatif est-il encore rentable en France? Alors, pour m'aider à répondre à cette question, je vous présente mes experts du jour. Bienvenue à Émilie Trujas. Merci Émilie d'être avec nous, agent immobilier à Paris Centre, Frais des Lions dans le 3e. Tout à fait. Bienvenue à Laura Hanouna, maître Hanouna, notaire à Bonjour. Paris Centre. Bienvenue également à Cyril Parmentier. Cyril, dans les têtes de réseau immobilier, une carrière d'agent immobilier et plein d'autres projets. Exactement. Voilà. Et Salut en David. duplex avec nous, Ethan Agege. Ethan, bonjour. Bonjour. Directeur donc du cabinet d'expertise comptable, la financière du Rond-Point. C'est bien ça. C'est ça, c'est bien ça. Merci à tous d'être avec nous. Et on va démarrer d'abord, comme d'habitude, par les questions de nos auditeurs. Bonjour, alors on m'a proposé un appartement en province et avec des amis on aimerait se positionner mais on a plein de questions. On ne sait pas quels sont les risques, qui doit gérer les locations, quel statut on doit prendre, le jour où ça se passe plus entre nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai besoin d'aide. Merci. Alors, on va passer la parole à Maître Hanouna. Alors, c'est une excellente question parce que acheter à plusieurs peut être une bonne opportunité, mais il faut en maîtriser les règles et les conséquences juridiques, fiscales et aussi humaines. Donc, la question, c'est de savoir si on achète en indivision ou en société, hein. L'indivision, c'est le régime un petit peu par défaut. Chacun va rester propriétaire de sa quote-part. Donc, c'est simple, c'est peu coûteux. Mais les inconvénients, c'est que toutes les décisions importantes, hein, que ça soit en termes de travaux, de location, doivent être prises à l'unanimité. Donc, en cas de désaccord, on a un blocage. Alors, excusez-moi, juste Laura, quand vous dites unanimité, pour que tout le monde comprenne bien, c'est vraiment une personne, une voix, le même pourcentage de vote, c'est ça? En indivision. D'accord. Et donc, l'autre solution, ça serait de créer une société, hein, une SCI, une société civile immobilière, qui a un montage qui est assez souple parce qu'on va fixer un petit peu les règles à la fois de majorité, les pouvoirs du gérant, les modalités de sortie. Donc, c'est assez utile en termes de gestion. Mais l'inconvénient, c'est que c'est assez lourd, hein, parce qu'il faut créer des statuts, il faut tenir une comptabilité, il faut prévoir des assemblées générales pour prendre des décisions. Donc voilà. Très bien. Pour poursuivre sur la question de notre auditrice, qui va gérer les locations? Donc comme je le disais, en indivision, tout le monde va devoir donner son accord pour louer. Voilà, le mieux c'est de désigner un mandataire commun quand c'est comme ça, hein, Très un bien. mandataire commun de l'indivision. Et en SCI, on a le gérant qui, dans les statuts, va être désigné avec des pouvoirs bien définis pour savoir ce qu'il peut ou pas faire. Voilà. Très bien. La fiscalité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va louer en nu ou en meublé? Donc en nu, on va louer, on sera imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Et sinon, en meublé, on a le régime des BIC, mais on y reviendra, je pense, Oui. tout à l'heure. Attention, cependant, la SCI, elle ne peut pas faire de location meublée régulière. Il faudrait que la SCI soit à l'IS. Très bien. Donc ça, vraiment attention à cette spécificité-là. Et en cas de mésentente, l'indivision est fragile. Vous connaissez tous l'adage « nul n'est tenu de rester dans l'indivision ». Donc effectivement, ça signifie que n'importe quel co-indivisaire pourrait décider à tout moment de demander justement la vente du bien. Soit on passe par une sortie amiable, hein, on fait une vente à l'amiable, soit c'est une sortie judiciaire, c'est-à-dire que si aucun accord n'est trouvé, on va saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la vente forcée du bien et ça part aux enchères, donc avec une décote, donc ça c'est pas du tout avantageux. En synthèse, pas très simple quand même. Pas très Donc simple. le conseil vraiment Alors que la SCI, voilà. on peut prévoir une sortie encadrée, on peut rédiger vraiment un pacte d'associés, on peut prévoir des clauses d'agrément, on peut prévoir la médiation s'il y a un conflit. Donc c'est la solution que vous auriez préconisée. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. On écoute la deuxième question. Bonjour, je viens de finir mes études et j'aimerais réaliser mon premier achat dans l'investissement locatif, particulièrement dans l'immobilier. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je dois prendre en meublé ou en ville? Alors, pour répondre à cette question, j'allais dire que j'ai comparé les avantages de la location vide et de la location meublée. Pour ceux qui en ont déjà fait, on va dire qu'autour de la table, on en a discuté. On est plutôt favorable au conseil de la location meublée, mais parce qu'on est plutôt sur des marchés parisiens et sur de la petite surface. Donc, il y a de la demande sur du locatif meublé. Après, dans les avantages du nu, on va dire qu'on a l'habitude de dire que le locataire est plus stable.
On a l'habitude aussi de dire qu'il y a moins de frais puisqu'on ne change pas le mobilier, l'électroménager, etc. aussi souvent. Il y a une fiscalité qui peut être plus simple. On passera peut-être la parole à Ethan qui nous donnera son opinion sur des sujets fiscaux un peu plus tard. Mais globalement, pour faire très simple au début, je dirais les avantages du meublé, la rentabilité est meilleure, c'est avéré. Les avantages fiscaux, c'est qu'il y a le statut du LMNP, donc du loueur meublé non professionnel. Même si on en a parlé récemment, on sait que ça a été remis en question parce qu'on doit, sans rentrer dans un jargon trop technique, mais on doit réintégrer les amortissements qui ont été faits tout le long. Mais là, on va parler de l'horizon de placement. Si vous avez, donc si le jeune homme qui nous pose cette question investit sur le très long terme, bon, il aura d'abord intérêt à faire j'allais dire des abattements fiscaux, puis ensuite de parler de la revente. Alors je vois Cyril qui hoche un peu la tête. Si Non, vous voulez rajouter quelque chose, Non, c'est le moment. Pas du tout, on commence à rentrer dans les choses très techniques, mais non, simplement, j'ai envie de dire, jusqu'ici tout va bien, mais c'est clair que ce statut LMNP est clairement dans le viseur de Bercy. Donc il y a des premiers Ils veulent pas aménagements. laisser ce qu'ils appellent une niche fiscale, hein, Exactement, c'est clair et net. Hein. Donc, Après, plus globalement, c'est bien qu'on en parle. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu là où on parlera dans la question débat, c'est quand même de se dire si on retire vraiment tous les intérêts du bailleur privé et qu'on met quand même une partie du parc à disposition du privé quand même. C'est quand même Bien les sûr. investisseurs privés qui sont en première ligne. S'il n'y a plus d'avantages, pourquoi ils vont le faire? On a beaucoup de gens autour de nous qui arbitrent de plus en plus entre continuer l'immobilier ou pas. Et ce fameux amortissement sur le meublé a joué en la défaveur de ce placement-là pour la première partie de l'année Exactement. 2025. Donc, pour pas faire trop long, voilà, si je devais résumer pour le jeune homme, je lui dirais en premier placement, si c'est des villes où il y a de la demande sur du meublé, si c'est des petites surfaces, clairement du meublé. C'est des baux plus courts, on n'en a pas parlé, mais ça veut dire que s'ils veulent récupérer pour habiter aussi, hein, faut pas oublier que ça peut faire. Non meublé 3 ans. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et sur la capacité de gestion, est-ce que je m'en occupe plus ou moins? C'est important aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Troisième question. Pascal, agent immobilier Tarissante. Je voudrais savoir par rapport à un conseil pour donner à mes clients acquéreurs dans le cadre d'un achat pour cœur du locatif, qu'est-ce qui est le mieux à leur conseiller? Un achat en SCI ou un achat à titre perso? Alors, je me tourne vers vous. Voilà, je veux bien prendre la parole. Donc, ça va dépendre de la typologie du client. Si du coup, on est sur un petit bailleur et souvent, finalement, c'est un peu les clients qu'on a, on va lui proposer de faire en nom propre si jamais c'est son premier investissement et s'il a un revenu d'imposition assez léger. Parce qu'en termes de gestion, c'est quand même très simple. Et en plus, on peut avoir le régime LMNP qui est quand même intéressant. Et puis du coup, si en fait on est sur une autre typologie de client qui veut faire de la transmission patrimoniale, qui est dans quelque chose de plus long terme, on va leur conseiller la SCI, déjà aussi pour un achat à plusieurs, parce que parfois ça peut être avec son conjoint, avec ses enfants, on veut les intégrer. Donc du coup, finalement, la SCI, comme nous disait Maître Hanouna, ça permet de bien cadrer les choses. Et également, si les revenus de ces personnes-là sont assez élevés, eh bien, en fait, une SCI à l'IS, elle va être soumise à un taux d'imposition qui est celui de l'impôt des sociétés, qui est aujourd'hui à 25% en fonction, bien sûr, des revenus. Donc voilà, donc ça va vraiment, il faut aller chercher des questions auprès de ces clients, leur poser les bonnes questions et après, du coup, de leur conseiller en fonction de leur projet d'investissement locatif. Après, pour certains, l'IS peut être aussi intéressant, une SCI à l'IS. Si on a beaucoup de travaux, s'il y a beaucoup de frais qui peuvent être défiscalisés, ça Voilà. va être aussi intéressant de... Et à l'inverse, de hein, faire pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui seraient salariés, qui n'ont pas l'habitude d'avoir une société à eux, quand on parle d'impôt société, on a payé l'impôt société, on n'a encore rien touché dans sa poche, on n'a rien distribué. Donc là aussi, bien se faire conseiller avant, parce qu'il y a une double imposition à un moment donné. Faut quand même... Je sens que tu vas parler d'un expert comptable. Alors, Ethan nous fera signe, encore une fois, lorsqu'il veut intervenir sur nos questions, il est le bienvenu. Sinon, il y a un moment un peu plus tard dans l'émission, il va nous faire un petit topo et nous donner ses conseils. Vous voyez, on attend ses précieux conseils. On passe à la dernière question? Allez. Bonjour, j'ai un appartement qui est en G, en classe GDPE et qui a bien sûr beaucoup de travaux à faire. Est-ce que si un investisseur l'achète,
Il a des facilités fiscales. Alors, Cyril? Un classement G, les fameuses passoires énergétiques qui sont là aussi dans le viseur du gouvernement. On sait qu'aujourd'hui, avoir un bien classé G, c'est un bien qu'on va plus pouvoir mettre en location, qu'on va plus pouvoir, qui devient même limite plus finançable pour les banques. Oui. Donc la première des choses, c'est que si je suis investisseur, oui, j'ai tout intérêt à m'intéresser à un logement classé G pour déjà négocier le prix pour sortir le bien de cette ornière réglementaire. Alors les avantages fiscaux, c'est surtout de défiscaliser les travaux. Alors tout ou partie, hein, on peut se faire financer grâce à des prêts qu'on appelle les éco-PTZ. Si il s'agit d'une rénovation globale, on peut se faire financer jusqu'à 50 000 euros les travaux. Si c'est du ponctuel, on peut se faire financer jusqu'à 7 à 30 000 euros de travaux, si on doit changer une chaudière, faire de l'isolation, etc. Après, sur les avantages, c'est de reporter le coût de ces travaux, de les défiscaliser et d'avoir un report sur plusieurs années, jusqu'à 10 ans. Et si ces travaux sont engagés avant le 31 décembre 2025, on correspond à la loi de finances 2023. J'arrête avec les chiffres et les dates. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plafond de 10 700 euros qui était reportable sur 10 ans est doublé. Donc, c'est 21 400 euros qu'on peut défiscaliser. Donc, globalement, on ne paiera plus d'impôt foncier, enfin, d'impôt sur les revenus fonciers pendant les 4-5 prochaines années. Donc, ça, c'est quand même intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Alors, on ne dit pas toutes les petites lignes pour les sociétés qui doivent intervenir, classées RGE, etc. Oui. Mais c'est à creuser. Ouais. Et puis des aides qui changent selon les années. J'avais entendu que sur les chaudières, ça bougeait, sur les fenêtres, ça a bougé, etc. Donc à suivre de près, c'est quand même... Mais il faut tirer tous les avantages. Il faut bien les chercher, il faut se faire conseiller par des spécialistes, des agents immobiliers, tous les pros qui sont capables de vous renseigner, d'aller chercher donc toutes les infos sur ces sujets. Ouais. Parfait. Eh ben, merci à tous. On va passer à la question débat sur le plateau. Alors, la fameuse question du jour. Malgré la hausse des taxes et des contraintes, l'immobilier locatif est-il toujours rentable en France ? Alors, pour planter un petit peu le contexte, on peut déjà noter qu'en 2024, il y a eu un ralentissement de l'investissement lié au locatif, que ça représente 6 points de baisse en 3 ans et que ce désengagement, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent et que je voulais échanger avec vous, hein, mettre ça dans la balance. Le premier facteur, c'est la fin du dispositif Pinel. Donc, petit rappel rapide, mais c'est un avantage fiscal dans le cadre des logements neufs. Hein, ça a impacté le neuf. Le neuf est encouragé depuis une trentaine d'années, depuis la loi Maignery, par des mesures fiscales, parce que tu le disais tout à l'heure, qui incitent les investisseurs à créer des logements et les promoteurs à créer du logement. On a un déficit de logements. Je crois que c'est de l'ordre du million de logements chaque année et on met au maximum, on a pu mettre entre 250 et 300 000 nouveaux logements sur le marché. Donc il y a un vrai déficit. C'était encouragé, la dernière loi de défiscalisation, c'était la fameuse loi Pinel. Bon, maintenant on attend la prochaine pour relancer l'économie. Voilà, parce que celle-ci étant arrêtée, on ajoute là-dessus un encadrement des loyers. Là, je pense que Émilie, sur une agence parisienne, vous avez souvent cette question, à combien je peux louer ce bien, bien sûr, oui, compte tenu de l'encadrement. Exactement, c'est la première question quand ils veulent faire un investissement locatif, c'est voilà. Donc après, il y a deux encadrements de loyer pour le bail nu ou le bail meublé. Et donc, du coup, ils ont relevé les chiffres. À peu près les gens ne savent pas chaque forcément. Année, après, en général, ils le révisent et du coup, on le réajuste, nous, en fonction du moment où on vend le produit. Mais pour un investisseur, ça reste une contrainte. Ça reste une contrainte, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup passent au-delà de cette contrainte, finalement. Oui. Oui, avec des baux différents, en fait, on arrive à être sur du loyer non encadré. Donc, oui, mais là, si justement on anticipe un peu, c'est intéressant ce qu'on se dit parce que ça rentre dans la question débat. Si on anticipe un peu, on est en train de se dire quoi ? On est en train de se dire que quand vous êtes investisseur
et que vous achetez sur une période longue, hein, c'est des achats longs l'immobilier, Oui. on est déjà en train de se dire que pour quelqu'un qui engage un financement sur 15-20 ans, qui engage des frais, des travaux, de la comptabilité, de la fiscalité, etc., il est en train de se dire, est-ce que je contourne ou est-ce que je détourne un petit peu l'esprit de la loi pour toucher un petit peu plus et je me sens potentiellement en danger. Pour ceux qui habitent Paris, il y a eu quand même des campagnes sous les abribus pour dire attention, si votre loyer est au-delà des loyers de référence, vous avez le droit gratuitement à un avocat, enfin à des mesures, etc. Donc là, vous voyez, on rentre dans quelque chose qui pour moi est le cœur du débat. Au-delà de ça rapporte combien, c'est en fait est-ce que l'investisseur classique qui gagne sa vie par ailleurs et qui prend un bien pour le patrimoine ou pour faire des compléments de revenus, a envie de rentrer dans ces considérations là. Je pense que certains n'iront pas à cause de ça. Exactement, parce que ça peut faire peur finalement sur d'autres typologies de bail, enfin de baux, pardon, parce qu'ils se disent, oui, en effet, je ne vais pas coller à la loi. On peut avoir par exemple le bail résidence secondaire, Oui. mais il faut vraiment qu'on ait les justificatifs comme quoi c'est une résidence secondaire, parce que parfois ils voient la publicité, les petits jeunes ils nous appellent, bah, je vais le prendre, Oui. et puis on signe le bail, et puis finalement ils disent, bah, moi je savais pas que c'était de la résidence secondaire, bien que ce soit stipulé, Oui, mais oui, oui. donc il faut vraiment qu'on ait tous les justificatifs. Donc nous, c'est sûr qu'on encourage plutôt à se coller, voilà, à se C'est coller normal. à Respecter la loi, la loi de référence. et malgré tout, on a quand même de la demande pour Oui. l'investissement locatif. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, oui. Mhm. Et le dernier point, donc on l'avait abordé plusieurs fois, donc on va pas faire long là-dessus, mais la hausse des taux qui avait forcément joué sur j'allais dire, l'engouement des investisseurs. À 1%, évidemment, on avait beaucoup d'investisseurs et s'ils avaient su que ça allait remonter, je pense qu'on en aurait encore Beaucoup plus, plus, ouais. hein, encore plus d'achats dans ce sens. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Donc je passe la parole à Ethan Agesh, donc le directeur de la financière du Rond-Point. Rebonjour Ethan. Bonjour, le sujet est intéressant. C'est vrai que quand il y a une variation du taux, la rentabilité sur le bien, elle n'est pas très intéressante pour un investisseur. D'accord. Surtout qu'aujourd'hui, à des taux à 3%, le bien il coûte une fois et demie plus cher. Donc c'est sûr qu'ils ont un peu de mal, un investisseur, à mettre. Et est-ce que vous, justement, par rapport à ça, vous trouvez toujours intéressant d'acheter pour louer en France, tout simplement, la rentabilité, j'allais dire, les engagements qu'il y a, le travail à fournir, ou quand vous en parlez avec vos clients investisseurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai beaucoup de clients investisseurs, des marchands, justement, où c'est leur métier, justement, d'acheter et vendre. Après, ils arrivent quand même à trouver des affaires, mais quand l'affaire est mauvaise, enfin, quand il n'y a pas d'affaires, c'est pas intéressant d'acheter. Eux, ils sont plus, pas sur de l'habitation, mais sur du commercial, parce que sur le commercial, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut refacturer l'ensemble des charges que supporte le bien, dont la D'accord. taxe foncière. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour faire de l'investissement, Donc je pense. là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que nous dit Ethan, c'est que nous, on avait un prisme sur la typologie d'actifs habitation. Là, on ouvre un autre sujet qui peut être intéressant, c'est de dire, faute de trouver de la rentabilité ou s'il y a trop de contraintes juridiques, pourquoi ne pas s'intéresser à une classe d'actifs sur les locaux commerciaux qui a toujours été réputée pour avoir un taux de rentabilité assez élevé. Mais il y a un taux de vacances plus important. Alors Donc, voilà, là, c'est quelqu'un qui est toujours, spécialisé un peu sur l'habitation, c'est la première remarque. Après, vous, Ethan, à part les marchands qui ont donc vocation à acheter et vendre, vous suivez des foncières ou des SCI qui conservent et qui louent. Et là-dessus, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner? Oui, sur des foncières et des SCI, j'en ai pas mal. Ils se conservent et ils louent sur la durée assez longue. C'est correct, mais il y a aussi de la vacance, parce qu'en ce moment, vu qu'il faut gagner 3 fois les salaires, 3 fois le salaire, 3 fois le montant du loyer, c'est compliqué aujourd'hui. Ça dépend dans quel quartier, mais par exemple, j'ai des clients qui sont spécialisés dans le 93, et de trouver un locataire dans le 93 qui gagne 3 fois, par exemple, 1200 € pour un 2-3 pièces dans le 93, et qui veut habiter dans le 93, c'est compliqué. Donc le temps pour avoir des bonnes candidatures, c'est aussi compliqué que Oui. d'avoir une bonne candidature pour un local commercial. Oui, oui, d'accord. Donc ça veut dire que là, si on compare, en fait, ce que nous dit Ethan, c'est que si on compare les contraintes de l'habitation aux contraintes des locaux, c'est vrai qu'il y a un arbitrage à trouver. Parce que sur certaines rues, des amis me disent tout le temps, mais je comprends pas, c'est une très bonne rue commerçante et c'est vide. En fait, c'est vide, pourquoi? Pas parce qu'ils trouvent pas de candidats, mais parce que le loyer peut être élevé ou les activités sont pas toutes autorisées.
Donc, on fera une émission sur les locaux commerciaux parce que ça peut intéresser nos auditeurs. C'est un sujet très particulier, mais on en revient, si vous voulez, à l'essence même. Ce que dit Ethan sur l'habitation dans certains secteurs, c'est que pour le vivre au quotidien, pour en parler avec d'autres investisseurs, c'est vrai que là, on sait qu'on ne pourra pas, j'allais dire, se séparer d'un mauvais locataire, d'un mauvais payeur facilement. C'est une contrainte qu'on n'a pas évoquée puisqu'elle est, on va dire, elle est clairement présente en France depuis longtemps, mais c'est vrai que ça participe au sujet là. C'est-à-dire qu'il faut dès le début pouvoir avoir des garanties caution physique ou une GLI, et derrière, on peut se dire que dans les contraintes évoquées, par rapport à placer son argent sur un plan d'épargne ou sur un autre placement financier, l'arbitrage, il joue aussi là-dessus. C'est bien beau d'avoir un effet de levier grâce au crédit, mais si je ne paye pas parce que mon locataire, finalement, n'est plus solvable, on sait qu'en France, c'est très difficile. Ça peut mettre 2 ou 3 ans sans être payé, en faisant une procédure, etc. Oui, tout à fait. Bon, là, on n'a pas donné des conseils sympas. Là, je vois vos Ouais, visages. On a ouais, plutôt moi, je- permis. On va essayer, sur la suite de la discussion, de voir les bons côtés. Parce qu'il y a aussi des bons côtés, n'est-ce pas? Ethan, est-ce que vous auriez un autre conseil à nous donner avant qu'on enchaîne encore sur le débat? Bah, le bon côté, c'est qu'on capitalise sans mettre d'argent, mine de rien. Ouais, Donc ça voilà. reste quand même un bon côté. Voilà, Là, je là, vais je laisser, rejoins. j'ai laissé à Ethan le meilleur argument. Je sens que Cyril voulait le donner. C'est qu'en fait, on avait tendance à dire que c'est le locataire qui paye le bien que vous achetez, en partie. En partie. Il y Parce en que a pas. depuis qu'on est sur des prix élevés, si on faisait un calcul, et n'hésitez pas pour nos auditeurs, faut s'adresser, pourquoi pas, à un expert comptable pour le faire proprement et qui ait vraiment toutes les lignes. Mais on pourrait réfléchir sur certains biens à l'apport et l'emprunt le plus adapté pour jouer au mieux l'effet de levier. Exactement, pour que le montant des mensualités et des frais annexes soit couvert par le locataire. par le locataire. Donc ça nécessite sans doute un peu plus d'apport, mais on entend que les taux d'intérêt continuent de baisser, hein, c'est des bonnes nouvelles de la BCE. Donc enfin, cet investissement, ça reste quand même le meilleur. On en parlait juste hors antenne, juste avant, mais c'est vrai que moi non plus, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent en bourse. Alors peut-être parce que je suis nul, hein, c'est possible, hein, ou que c'est pas ma spécialité, mais je suis pas sûr que ce soit la spécialité de tous les Français. Tandis que là, on est sur un placement sûr qu'on voit vivre. Et que finalement les contraintes que l'on peut avoir sur la fiscalité, sur les réglementations, sur le côté énergivore des biens, etc. C'est dans la balance, ça a pas beaucoup, ça a finalement moins d'impact que le patrimoine qu'on se constitue et qu'on peut transmettre ensuite à nos enfants, quoi. Alors, ce qui est certain, je ne peux pas demander, autour de la table, on est plutôt spécialisé sur l'immobilier, mais ce serait intéressant justement d'avoir l'avis d'Ethan. Ethan, sur vos clients, est-ce que c'est une question qui revient? J'ai des liquidités ou j'ai de la trésor. Est-ce que j'achète de l'immobilier ou est-ce que je place en bourse ou je laisse pas dormir l'argent, ce serait pas le bon terme, mais sur des placements dits beaucoup plus tranquilles où j'ai un petit taux d'intérêt à la banque. Est-ce que c'est des questions que vos clients vous posent? Oui, mais je pense que pour la majorité de mes clients, le plus intéressant, c'est de placer dans l'immobilier. C'est un peu leur D'accord, retraite, donc d'accord. Bon, à bah, terme, à la fin, au bout de la De de la l'amortissement, dernière échéance du crédit, ça leur appartient et c'est ça. c'est toujours une bonne retraite. C'est une retraite sûre en tout cas. alors justement, si on devait parler du côté rentable, c'est vrai qu'on va continuer à échanger ensemble sur les taux de renta, où investir, etc., etc. Mais là, on a déjà dégrossi le sujet et le sujet, il passe forcément par cette notion de créer son patrimoine et le transmettre. Donc peut-être que la bonne transition, ce serait, je me tourne vers Maître Hanouna. Est-ce que parmi vos clients, lorsqu'on parle d'immobilier et qu'on parle de transmission, donc il y avait une question sous-jacente, est-ce que transmettre son patrimoine en France est compliqué? Est-ce que vous avez des clients qui vous demandent s'il faut plutôt aller vers l'étranger ou pas? Voilà. Ça arrive. Alors, bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs leviers pour transmettre son patrimoine en France. Les principaux, on les connaît, mais je vais faire un petit rappel. C'est d'abord la donation, avec les abattements qui sont tous les 15 ans. Donc, je rappelle qu'effectivement, chaque parent peut donner à son enfant 100 000 € par enfant en exonération de droits tous les 15 ans. Et donc, pour un couple avec 2 enfants, par exemple, c'est jusqu'à 400 000 € en fait, qui peuvent être transmis sans aucun droit. Donc, C'est une c'est belle pas somme. mal. À savoir que la donation, elle peut être faite en numéraire, elle peut être faite sur de l'immobilier, donc en pleine propriété, ou sur des parts de SCI.
également, donc il faut garder ça en tête. Autre levier, le démembrement de propriété, qu'on va coupler justement avec une donation, c'est-à-dire que vous allez donner la nue propriété à vos enfants en conservant l'usufruit. Vous continuez à utiliser ou à louer le bien, donc en percevoir les fruits et les revenus. La valeur transmise va être réduite. Et puis, au décès, la pleine propriété va se reconstituer sur la tête du donateur, du parent qui a donné. Donc, c'est assez net de droit. Bien franchise sûr, de c'est droit, très donc ça, c'est intéressant. assez intéressant. Et donc, effectivement, le fait de créer une SCI pour justement structurer et effectuer cette transmission, ça va permettre effectivement d'organiser la gestion du patrimoine, prévoir les règles de transmission et justement, on va pouvoir donner petit à petit. Donc, un montage qui est souvent recommandé, c'est d'acheter en SCI et de transmettre effectivement la nue propriété de part sociale, surtout quand on a de la dette sur la société. En fait, quand la société a acheté à l'aide d'un emprunt un bien. Et Oui, donc, ça, c'est très c'est un intéressant. montage très intéressant, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté de transmettre derrière, parce que attention à la notion de l'abus de droit qui est revenue ces dernières années en jurisprudence. Donc voilà. Et après, effectivement, donc là, on va utiliser avec ce montage le levier de la dette et de l'emprunt pour réduire l'assiette taxable, l'assiette transmise. En fait, on donne quelque chose. En fait, on va donner vraiment un immeuble, mais qui est évalué, enfin voilà, un immeuble qui vaut de l'argent, mais qui est évalué moindre. Parce que, comme on a de la dette, on va évaluer la part de SCI. Je m'arrête une seconde sur cette Voilà. notion-là. Pourquoi c'est important? Parce que il y a quelques minutes, on évoquait la possibilité d'aller dans le sens de la loi ou pas sur les loyers de référence, etc. Là, à l'inverse, on est sur une logique fiscale, c'est une autoroute, je veux dire, c'est normal. Peut-être que les auditeurs réécouteront et se Oui. diront, est-ce que j'ai bien compris? En fait, si on achète un bien immobilier avec une dette et Il que faut être en SCI. et qu'on constitue pour ça une société, c'est bien dans le cadre d'une société, on est sur une valeur de part de société très basse, puisqu'elle ne possède pas grand-chose, et elle doit rembourser un emprunt. Donc, pour ceux qui nous écoutent, bien comprendre que même un petit montant de part donné à ses enfants dès le début de l'emprunt peut être très intéressant sur la suite. C'est ça. Tout à fait. Surtout, voilà, commencer les transmissions assez jeunes, transmettre un petit montant petit à petit. Voilà, petit à petit, ça permet de ne pas utiliser tout l'abattement de 100 000 € par enfant, donc c'est assez intéressant. Mais encore une fois, attention à la notion d'abus de droit, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de transmission derrière, Oui. parce qu'effectivement, l'administration fiscale pourrait venir requalifier justement ce montage. Et puis, dernier levier, c'est toujours profiter d'autres techniques qui existent, Possibilité. c'est-à-dire les avantages, les régimes matrimoniaux, donc qui peuvent être adaptés au fur et à mesure. Donc, par exemple, je peux citer le régime de la communauté universelle avec transmission, clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Et Alors là aussi, c'est très gai. Non, c'est très, voilà. Non, mais on est voilà, sur des ça dispositions. permet, Mon notaire m'avait offert ça, m'avait dit, voilà, à mon mariage, il avait dit ça. Il avait dit, je vous offre le changement. au dernier des vivants. Bon. Ah non, ça c'est autre chose. Ah, Ça c'est c'est encore- non, ça c'est la donation entre époux, ça c'est autre chose. C'est bien Moi, de le là, faire aussi. c'est bien de le faire aussi, mais c'est pas un outil qui permet de transmettre directement. Alors que là, avec le montage dont j'ai parlé, ça permet de pas ouvrir de succession au premier décès, et donc tout est transmis D'accord. Directement, oui. voilà, au conjoint. D'accord. Mais attention, fiscalement, ça peut être désavantageux pour les enfants, C'est ça. puisqu'on n'ouvre qu'une succession. Donc, s'il n'y a pas eu de donation antérieure pour bénéficier des abattements de 100 000 €, on les aura qu'à la deuxième succession. Voilà. Donc, c'est pas forcément. Voilà, faut bien mesurer justement le coût fiscal et l'avantage, le recherché. Donc, faire attention à ça. Donc, effectivement, et puis enfin, l'assurance vie, mais ça, c'est pas spécifique à l'immobilier, ça permet juste de placer. Voilà, c'est tout. C'est Super. un autre Moi, outil. je retiens juste une chose. La maître Aluna a dit un truc et je suis resté bloqué là-dessus. Mes parents me doivent 400 000, ils me les ont toujours pas donnés. J'arrive pas à m'en mettre. Peut-être parce qu'ils les ont pas finalement. Ouais, c'est peut-être une piste. Alors, ce que je voulais aussi savoir, c'était par rapport au marché, la sensibilité marché en ce moment. Émilie, vous rencontrez des acheteurs et des vendeurs toute la semaine, toute la journée, ça fait partie de votre métier. Qu'est-ce qu'ils disent vos investisseurs en ce moment? Est-ce qu'ils ont changé d'état d'esprit? Est-ce que vous sentez un revirement là-dessus sur le placement, l'investissement locatif? Alors, ça va dépendre de l'investisseur. Donc, on est sur du petit bailleur privé, on en a toujours. Néanmoins, on a moins d'investisseurs qui vont juste faire du locatif pur. On a plutôt des D'accord. investisseurs qui vont
en petits bailleurs qui vont acheter pour leurs enfants, qui font des études, et en se disant, bah après, on le louera, voilà. Oui, c'est-à-dire la Mais c'est notion vrai de que pied à celui qui terre. achète pour juste faire de l'investissement locatif, il est quand même moins présent en petit bailleur. Après, on a les professionnels ou Les les grosses foncières, où là, du coup, on va avoir deux horizons, du court-termiste ou du plus long terme. Sur de la foncière, on est sur du plus long terme. Il y a toujours de la demande. Néanmoins, ils sont beaucoup plus regardants sur les dossiers. Au-delà même du prix, ils sont vraiment sur l'adresse. Donc, c'est vrai que nous, on a un peu de chance, j'allais dire, dans Paris Centre, parce qu'on est quand même sur des adresses prime qui ont voilà, une certaine notoriété. Oui. Voilà. Et après, ils vont regarder aussi des typologies de biens où il va y avoir un critère important, c'est-à-dire l'ascenseur, la vue, la lumière. Ils vont plus acheter, ah bah tiens, c'est 7 000 € du mètre dans le 3e, ça va être un super truc. Non, si le truc est en rez-de-chaussée, Voilà. très, très mal agencé, avec pas de lumière, ils n'iront pas. Il n'y a pas que Mais le est-ce prix qui que, compte. je me permets, est-ce que ça veut dire que justement, ils ont compris qu'il y aura toujours de la demande locative et toujours à prix assez élevé sur du haut de gamme, si justement il y a ces critères-là qui rentrent en compte? C'est-à-dire que, en fait, vous sentez ça, vous, côté locataire? On peut payer un loyer, certes, plus élevé que la moyenne, mais on veut de la belle prestation? Est-ce que ça, c'est un schéma oui, que... ça, on a cette attente. Hein. Oui. On a quand même aussi des locataires qui sont capables, comme vous le dites, de mettre plus cher sur des loyers, bien qu'on est encadré à Paris, mais qui veulent de la presta haut de gamme. Et donc, on a des typologies d'investisseurs qui vont faire des... Mais ce que je disais, c'était vraiment sur ces Pas de investissements. défaut, quoi. Voilà, Des appartements ils peuvent en avoir des mauvais DPE ou des oui, choses comme ça, mais modifiables mais il quand faut qu'il y ait même. quand même un des critères, donc comme je le disais, l'ascenseur, la lumière ou la hauteur sous plafond, voilà, ceux-là, du coup, ils vont se dire, allez, celui-là, j'y vais parce que je vais toujours bien le louer ou je vais toujours bien le revendre. C'est ce que j'allais dire, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que si on bascule un petit peu sur différents types de placements, où il y a certains placements qui sont regardés uniquement pour leur rentabilité, nous, on reste sur un placement donc déjà très concret, Oui. et où les personnes se disent, plus tard, qu'est-ce qui se passera? C'est ça. Plus tard, belle Toujours. adresse, plus tard, donc il y a Il y a déjà un toujours la ascenseur, revente, une vue. même si on est sur une vision court terme ou une vision long terme, on a toujours dans l'esprit cette revente. Et bon, ce qui est finalement logique, que ce soit d'ailleurs petits bailleurs ou plus gros investisseurs. Mais c'est vrai que les investisseurs, ils ont cet œil, parce que du coup, ils en font peut-être beaucoup Oui. plus que les petits bailleurs. Et donc, ces critères-là sont importants. Très bien, merci Émilie. Et d'ailleurs, quand on parle du plus tard et de l'avenir, Cyril, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même, quand on investit, anticiper un minimum sur les évolutions législatives qui risquent d'impacter la fiscalité en France? Oui, on peut. Je souris parce que Oui, c'est on a la notre question la plus facile de l'émission. Non, mais on n'a pas on n'a pas de boule de cristal. On a vu qu'en termes de politique, de législation, de réglementation, les choses ont été sont partis dans un sens, sont repartis dans l'autre. Tout a été bousculé. Je pense qu'on est au summum des incertitudes depuis 2 ans. Je pense que c'est pas le premier critère qu'il va falloir. On en parle depuis tout à l'heure avec Émilie et Maître Elona. Ça reste quand même la pierre. Les Français ont une pierre dans le ventre, quoi. On croit davantage en cet investissement qu'en tous les autres, et le temps nous donne raison, quoi. Quand aujourd'hui on revend du patrimoine que des gens ont constitué il y a quelques années, on se dit ils ont bien fait. Pourtant, Alors là-dessus, quand certains, même, pour ceux qui nous écoutent, hein, on est d'accord que justement, ce qui fait la différence avec le marché actuel, c'est que sur une période longue, il y a toujours ça. Toujours. Mais sur ceux qui ont 5 ou 7 ans derrière eux, et c'était souvent la tranche sur laquelle on se basait pour revendre un bien, hein, peut-être pas en investissement locatif, mais quand on l'habitait, là, il y a quand même des personnes qui repassent chez les notaires avec des prix, je pense, inférieurs à ce qu'ils ont acheté. Hein. Ah oui, Ça a c'est sûr. été quand même quelque chose qui on l'a n'existait connu, pas ces dernières... Ouais. On l'a connu, c'est vrai, quand on était à la fin des années 90 et que on revendait les biens de ceux qui avaient acheté dans les années 88, 89, 90, avant la guerre du Golfe. Les chutes de prix étaient encore beaucoup plus impressionnantes que celles qu'on a eues en 2022-2023. Mais
néanmoins, ouais, voilà, je pense qu'il faut regarder sur du long terme. On parle d'investissement, je pense qu'il faut quand même regarder sur du long terme. Et un loyer, bon, bah, c'est à fond perdu, tandis qu'un remboursement de prêt, c'est quand même une certaine capitalisation. Alors, il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand Émilie en parle sur son quotidien, etc., je pense qu'il y a derrière, il y a toutes ces préoccupations sur le logement. C'est-à-dire que j'achète en investisseur, demain le marché locatif est compliqué, que ce soit mes enfants ou que ce soit moi plus tard C'est ça. en pied-à-terre, j'ai moins de difficultés que la moyenne à me Ou un dire logement. que je serai l'accès au logement. C'est une réalité. Aujourd'hui, un retraité qui doit se loger à Paris en location, je lui souhaite bon courage. Il faut qu'il ait poussé les études de ses enfants et qu'ils aient réussi brillamment pour pouvoir se porter garant des parents. Mais on se retrouve dans des situations assez dramatiques parfois où des retraités ont du mal à se loger dans Paris. Et on parle de beaucoup de Paris, mais il n'y a pas que Paris. Hein. Il y a, Bien dans sûr, toutes les grandes province. villes de France, on retrouve les mêmes problèmes. Or, bah, quand on est retraité, on a besoin d'avoir les commerces à proximité, les lieux de soins à proximité, enfin, d'être dans des grandes villes, quoi. Donc, de démarrer très très tôt, je pense que c'est une certaine assurance pour la suite. Ouais. Et Très puis bien. pour rebondir sur ce que dit Cyril, c'est vrai qu'à l'heure où on parle de la retraite et qu'elle est quand même très chahutée, finalement, les Français ont quand même en tête de se constituer un patrimoine et que voilà, l'investissement dans la pierre reste une certitude dans une zone d'incertitude où on se dit mais moi, quand je vais être à la retraite, est-ce que vraiment j'aurai une retraite? Donc finalement, on parle toujours, est-ce que l'immobilier, c'est... Bah oui, parce que finalement, comme on le disait tout à l'heure, dans 20 ans, quand le prêt sera remboursé, bah, tous les mois, on touchera un loyer. Et si on n'a pas de retraite, on aura déjà toujours Bien ça, sûr. ou au moins ce logement-là pour se loger. Donc, Mais si finalement... on écoute quand même ce que Les tendances, ouais. les tendances, en fait, et je vais aussi en parler un petit peu. Tu veux on- noircir le tableau, je te vois venir. Non, non, pas forcément le noircir, mais dire que quand on dit qu'on va taxer la résidence principale, Ouais. il y a quand même des échos là-dessus. Quand on nous dit que quand ce sera fini au niveau de votre crédit Oui. et que vous êtes retraité, vous avez tous oui. entendu. Oui, une On- espèce de taxe. Une taxe de oui. je loge Oui. gratos chez moi, Oui, oui. j'ai payé mon crédit, Oui. mais tu vas Oui, quand oui. même payer quelque chose. Donc je pense qu'en fait, le ressenti fait qu'on a de plus en plus de personnes qui se tournent aussi vers l'étranger. On parlait des retraités qui vont, on entendait au Portugal, au beaucoup, Maroc, ouais. etc., etc. Et donc là-dessus, quand même, je voulais pas parler de fiscalité et d'investissement sans parler un petit peu aussi de ce qui se passe en dehors de la France, en se demandant est-ce que finalement j'ai intérêt à vendre en France et acheter à l'étranger. Et donc, alors déjà, ce que je me suis dit, c'est le premier conseil qu'on peut donner, c'est si c'est pour diversifier, c'est déjà pas la même chose que tout enlever de quelque part pour le mettre ailleurs. Hein. Je pense que déjà, on est à peu près tous d'accord sur la notion d'équilibre. On le dit déjà dans différents placements financiers, on peut le dire dans l'immobilier. Après, là aussi, en fait, je pense que pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent investir à l'étranger, je leur ai conseillé de déjà s'évaluer eux-mêmes sur leur tolérance au risque, pareil, leur horizon de placement et leur connaissance des marchés étrangers. Moi, j'aurais tendance à dire un peu que comme pour les placements, ma position, c'est de dire allez plutôt sur des Des marchés qu'on connaît Des un peu, marchés que quoi. vous Soit parce connaissez. qu'on a une binationalité, soit parce qu'on a vécu là-bas dans le ou cadre qu'on de son veut y travail. vivre quoi. à la Exactement. retraite, qu'on Et y va en d'aller vacances. sur un marché qu'on connaît pas du tout, c'est vrai que c'est un peu une prise Voilà. de risque quand même. Hein. Évidemment, on a tous entendu parler des marchés où il fait bon d'investir dans l'immobilier. Je pense que tout le monde a entendu parler de Dubaï, est-ce qu'on achète à Dubaï, etc. Moi, j'ai noté des avantages et des inconvénients sur les achats à l'étranger. Et dans les avantages, évidemment, qu'il y a des rendements qui peuvent paraître plus élevés, que le premier avantage que tout le monde recherche, c'est l'avantage fiscal. C'est pour ça que cette émission qui parlait de la fiscalité, faut pas l'ignorer, ça reste vraiment ce que les personnes mettent en avant au premier. C'est pourquoi acheter par exemple à Dubaï, il y a 0 impôt, c'est ce qui est dit. Alors, c'est pas que c'est faux, hein, mais je dis juste pareil qu'on parlait de l'espace-temps. Moi, ce qui me paraît assez étrange, c'est que finalement, j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent comme si c'était une vérité absolue. Vraiment, en allant 30 secondes sur Google, ce que j'ai remarqué, c'est que à Dubaï, par exemple, il n'y avait pas d'impôt société et que depuis 2023, ils ont mis 9% en impôt société. Donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver au même niveau d'imposition que la France, etc. Ça veut dire quand même que c'est jamais inscrit sur la durée. On parlait du pacte d'actionnaires. Si vous avez un pacte quelque part qui vous dit, les amis, vous achetez ce type de bien dans mon pays ou dans ma ville, je signe que la fiscalité sera ça pendant les 15 ou 20 ans que vous achetez. Là, si vous sentez que ça ne vous fait pas trop peur, allez-y. Mais c'est quand même important de relever que
la plupart des personnes qu'on entend et sur Internet, il y en a énormément qui disent achetez là plutôt que là, investissez ici, etc., parlent d'un avantage fiscal à l'instant T. Il n'y a pas de demain. Alors que l'immobilier, c'est quand même, on l'a dit depuis le début, un investissement sur le long terme. Il y a le rapatriement des fonds aussi, parce qu'on achète de l'immobilier là-bas, mais ensuite, si on vend là-bas, de quelle manière et à quel taux d'imposition? Parce que le but de ces pays, c'est de développer en local. Dès qu'il s'agit de récupérer les fonds et de les rapatrier, c'est déjà plus compliqué. Il y a souvent des fiscalités là aussi dissuasives, quoi. D'ailleurs, il y a certains pays où on peut investir que si on est soit quelqu'un du pays ou il faut être associé. On parlait de société, voilà, faut pouvoir investir. Est-ce que là-dessus ou sur d'autres sujets, parce que je ne vois pas forcément Ethan nous faire signe, est-ce que Ethan, vous auriez là aussi des remarques à partager avec nous? Est-ce que vous avez des clients qui ont investi à l'étranger? Comment ça se passe? J'ai des clients qui investissent au Maroc. Oui. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour le taux de rentabilité, pour la fiscalité, ou parce qu'ils sont Le marché marocain, ouais, en rentabilité est très bien. D'accord. Et aussi, ils font beaucoup de Airbnb là-bas, donc location saisonnière, ça marche assez bien. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là aussi, encore une fois, on n'a pas été aidé. J'allais dire chaque année en France. Alors, je comprends très bien que pour certaines copros, on a tous été confrontés à ça. Avoir du Airbnb dans l'immeuble, c'est pas commode. Mais il y a quand même des villes balnéaires en France qui ont été également touchées, même des villes dans le monde entier d'ailleurs. Et donc là, vous voyez, on soulève ce point-là, mais il y a quand même des vraies questions à se poser sur l'encouragement à faire de l'investissement locatif. Il y a toujours les deux côtés d'une pièce. Quand on regarde sur les villes, les stations balnéaires, si on prend l'exemple de Biarritz, etc., bah, ça a dopé complètement les prix de l'immobilier, ce qui fait que les Basques ont plus de mal à se loger. Enfin, c'est vrai en France, mais c'est vrai, on a beaucoup parlé de Venise, de Barcelone, etc. Même les propriétaires ont manifesté dans les rues pour indiquer leur mécontentement. C'est interdit en plus. Barcelone, c'est interdit. Marseille, ils sont en train de... Ça l'est devenu, ouais. Ils vont réduire comme à Paris avec un nombre d'unités hyper limité. Donc en fait, les rentabilités d'investissement sont plus du tout les mêmes. Donc ils vont avoir beaucoup de produits sur le marché. Donc oui, c'est sûr qu'il ne faut pas, quand on investit, la niche fiscale... Ça ne doit pas être le premier critère. Non, parce que sinon, si on se dit que si demain elle n'existe plus, est-ce que finalement ça arrive à être toujours... Là aussi, on n'en a pas parlé dans cette émission, mais rappelez-vous, quand on parlait d'Épinel, quand on a parlé avec certains conseillers en gestion de patrimoine qui allaient voir des avocats et des médecins pour leur dire acheter dans du neuf à tel endroit, ils ne savaient pas où c'était, ils n'y avaient jamais été, ils se sont retrouvés avec des programmes jamais loués, difficiles à revendre pour l'avantage fiscal. Ils revendaient tous en fin d'amortissement au bout de 9-10 ans les mêmes biens, donc du coup il y avait une décote, il y avait trop d'offres par rapport... à la demande. C'était vrai sur beaucoup de régimes fiscaux et en plus, il faut bien peser le pour le contre parce qu'on achète souvent plus cher, parce que le foncier a été acheté cher, etc. Donc, il faut bien peser le pour le contre. Quand c'est trop beau, en général, comme dans beaucoup de choses, il ne faut pas trop croire au Père Noël. Quand c'est trop beau, il faut se méfier. Mais je pense que c'est l'investissement, comme on dit, en bon père de famille, et rationnel, on l'a dit, une bonne adresse, un bien déjà en bon état, etc. Avec des critères de qualité. Ouais, même si ça peut paraître un peu plus cher au démarrage, c'est souvent un gage de bon placement, quoi. Mais ça veut dire quand même qu'au niveau, quand on dit qu'il faut penser mondialisé, c'est quand même dire que des personnes qui ne pensaient pas avant pensent à investir à l'étranger et que ce serait bien, à mon avis, que ce soit une dynamique qui soit prise en compte par le législateur. Pour pas décourager à le faire en France ou de se dire juste que parce qu'on aime l'immobilier, on va continuer à investir. Écoute, je pense que ton émission peut être écoutée. Hein. Il y a Cyril et Maître Hanouna qui sont dans la même salle. Donc, il y aura de l'audience. Mais est-ce qu'on va être entendu par les politiques? Non, mais c'est une vraie question. Il s'agit d'être vraiment écouté, que les politiques, enfin les législateurs, écoutent réellement les professionnels de terrain. Nous, on aimerait encore écouter une minute... Ethan Agege, juste pour finir là-dessus, donc vous nous avez parlé du Maroc, mais finalement on n'a pas entendu votre opinion sur la législation, la fiscalité. Est-ce que vous pensez que ça va encore se durcir en France? Il nous reste une minute pour être positif, hein. Je ne vous influence pas, mais si vous avez une bonne nouvelle...
Bah, j'espère qu'on va peut-être changer de président et qu'il sera plus capitaliste, donc oui. D'accord, Voilà. ça peut être une. Non, mais ça peut être. C'est évident que. Emmanuel Macron s'en est jamais caché. Hein. Il n'a jamais été pour l'immobilier. On a vu que l'IFI, l'impôt c'est une sur taxe sur l'immobilier. Hein, exactement. plus la Il a fortune, supprimé l'impôt sur la fortune, sauf pour l'immobilier. Donc, ouais. Très bien. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission. J'espère que les auditeurs ont appris plein de choses, qu'ils auront le moral en finissant l'émission, qu'ils auront Je sais pas envie. ce qu'on a réussi à leur transmettre. Voilà. Peut-être qu'ils vont tous aller vers l'émission suivante sur la bourse ou la finance. Non, je pense pas. Je pense que vraiment, voilà, comme vous l'avez dit. Ça reste le meilleur investissement. Ouais. Très bien. Et donc, je remercie toute l'équipe de RCJ. Comme les émissions précédentes et comme les suivantes, je dédie cette émission à la mémoire de Gilles Taïeb. Et je vous dis à bientôt. Merci.